Poursuit dans le chapitre des ingénieries électriques avec la dernière portion sur les circuits électroniques. Donc, ce que vous voyez ici sur l'image, c'est un exemple de circuit électronique qu'on appelle des espèces de circuits imprimés. Donc, au lieu de mettre des fils électriques, on utilise le matériau sur le circuit imprimé qui sont faits de matériaux semi-conducteurs. Donc, ça simplifie énormément et ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus petit qu'un circuit électrique. Donc, c'est quoi la différence entre un circuit électronique et un circuit électrique? Ben, globalement, le circuit électronique est beaucoup plus petit et il sert pour transporter de l'information en plus de transporter du courant électrique, tandis que le circuit électrique, lui, transporte simplement du courant électrique qui permet de transformer l'énergie en une autre forme d'énergie, donc par exemple en énergie rayonnante pour la lampe de poche. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un circuit électronique? On peut premièrement retrouver ce qu'on appelle un condensateur. Donc, ça sert à accumuler du courant, emmagasiner des charges électriques dans un petit espace. Donc, ça se mesure avec ce qu'on appelle le farad, qu'on représente par un F majuscule. Et le meilleur exemple qu'on peut retrouver, c'est le flash d'un appareil photo. Donc, dans n'importe quel appareil photo, on va retrouver un flash et le flash nécessite énormément d'énergie pour faire suffisamment de lumière. Mais le flash doit se recharger à chaque fois. Donc, le flash emmagasine dans un condensateur de l'énergie pour se décharger très rapidement. En fait, on peut aussi voir ça comme une espèce de défibrillateur, là, ce qu'on va mettre sur la poitrine des gens quand le cœur arrête de battre. Ça nécessite énormément de courant en très très peu de temps, donc ça doit se décharger très rapidement aussi. On peut retrouver aussi une bobine qu'on appelle un solénoïde. Vous avez déjà vu, vous avez déjà compris le principe du solénoïde. Donc, quand on fait passer du courant électrique à l'intérieur d'un fil électrique qui est enroulé, ça crée un champ magnétique autour. Donc, ce courant-là permet d'emmagasiner de l'énergie magnétique dans la bobine et c'est ce qui se mesure en Henry, qu'on représente par un H majuscule. Ensuite, on peut retrouver aussi la diode qu'on peut simplement représenter comme étant un sens unique pour le courant. Donc, quand la diode est branchée dans le bon sens, le courant circule. Mais quand la diode est branchée à l'envers, le courant ne circule pas. Donc, par exemple, ici, vous voyez le sens de la flèche. Là, ça, c'est le symbole de la diode. Le courant ici va quitter la borne positive et va réussir à passer dans la diode parce que elle est branchée dans le bon sens, le moteur va fonctionner. Par contre, dans l'exemple qui est ici, le courant va quitter la borne positive et va arriver dans le sens contraire. Donc, la diode, elle est branchée à l'envers, donc le moteur ne fonctionnera pas. Donc, la diode peut être un élément qui va nous permettre de protéger, en fait, notre circuit pour empêcher que le courant aille dans le mauvais sens. On la connaît aussi, la diode, sous la forme de la DEL, la diode électroluminescente, qui sont des ampoules qui sont faits quand même sous le fonctionnement de la diode, c'est-à-dire que le courant peut circuler seulement dans un sens et non à l'envers. Nous avons aussi le transistor, qu'on représente comme étant un élément qui peut amplifier une valeur électrique, donc qui peut amplifier une tension, une intensité, une puissance. Par exemple, sur le volume de votre téléphone, de votre radio, vous pouvez augmenter la puissance du volume, ben ça c'est à cause d'un transistor. Il peut contrôler comme un interrupteur, tout dépendant comment il est branché dans votre circuit électronique. Et le transistor, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est fait d'un matériau qu'on appelle semi-conducteur. Donc, un semi-conducteur, c'est un élément qui peut être un élément conducteur ou qui peut être un élément non conducteur. Donc, voyons en détail ce qu'est un semi-conducteur. Donc, qui peut être conducteur ou isolant selon les conditions dans lesquelles on le place. Donc, par exemple, le silicium, avec lequel vous avez déjà travaillé en début d'année pour déterminer justement si c'était un métal, un non-métal ou un métalloïde, qui est utilisé dans la construction des cellules photovoltaïques ou des panneaux solaires. Donc, le silicium, initialement, c'est un isolant qu'on peut transformer en conducteur quand les électrons sont excités par une quantité d'énergie. Donc, ce qu'on a vu au début de l'année, c'est que nous avions des électrons de valence, donc les électrons qui sont sur la dernière couche de valence. Mais en réalité, donc ça, je vous le montre par pur, pour comprendre un peu le principe, un élément qui est isolant, il y a vraiment une grande différence entre la bande de conduction et la bande de valence. La bande de conduction, c'est un endroit où les électrons peuvent se retrouver autour d'un atome, qui va faire qu'ils sont capables de se déplacer, ce qui fait qu'un élément va être conducteur. Dans un isolant, il n'y a aucun déplacement possible entre les deux bandes.
Dans un élément qui est conducteur, comme ici à gauche, ben, il y a un chevauchement, ce qui fait que les électrons de la bande de valence et les électrons de la bande de conduction peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre, ce qui fait qu'un élément va être capable de conduire l'électricité parce que les électrons sont capables de se déplacer. Dans un semi-conducteur, on est capable de fournir suffisamment d'énergie aux électrons pour que, malgré la faible distance qui sépare la bande de valence et la bande de conduction, ils vont pouvoir quand même se déplacer si on leur fournit suffisamment d'énergie, ce qui peut être joué par exemple dans les cellules photovoltaïques par l'énergie solaire. Et voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, notre chapitre est terminé. Nous pourrons amorcer sous peu la construction de notre petit robot. Merci!